La discipline n'est pas une punition, mais une liberté. Choisir la force durable plutôt que le plaisir immédiat. La plupart des gens comprennent mal la discipline. Ils la voient comme quelque chose de restrictif, ennuyeux, voire douloureux, imposé par une autorité extérieure ou par les circonstances. La véritable discipline que nous explorons aujourd'hui ne concerne pas la restriction. Il s'agit de se maîtriser au point de ne plus être esclave de désirs impulsifs, d'émotions ou de tentations passagères. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous regretté une décision prise par paresse, procrastination ou recherche de gratification immédiate ? Chaque acte de discipline que vous accomplissez maintenant est un investissement qui porte ses fruits avec le temps, vous permettant de construire une vie façonnée par vos propres intentions, plutôt que par des impulsions aléatoires ou des pressions extérieures. Dans notre monde moderne, où les distractions sont constantes et la gratification instantanée, la capacité à maintenir l'autodiscipline est plus cruciale que jamais. Nous vivons une ère de bombardement numérique constant. Notifications distrayantes, applications addictives et consommation continue nous épuisent et nous frustrent. Sans discipline, nous sommes facilement emportés par ces forces, passant d'un plaisir superficiel à un autre sans jamais atteindre une satisfaction plus profonde. La discipline fournit l'encre qui nous garde enracinés, concentrés et lucides, nous guidant vers des réalisations significatives plutôt que vers des plaisirs éphémères. C'est la différence entre passer des heures à faire défiler sans but sur son téléphone et investir ce temps à apprendre, s'entraîner ou progresser dans une direction qui compte vraiment. Aujourd'hui, nous explorerons en profondeur les philosophies et la sagesse pratique de deux grands défenseurs de la vie disciplinée, Marc Aurèle et Miyamoto Musashi. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien de Rome, n'était pas seulement un dirigeant puissant, mais aussi un pratiquant assidu de l'autoréflexion rigoureuse et de la maîtrise de soi. Ses écrits personnels, connus aujourd'hui sous le nom de « Pensée pour moi-même », révèlent un homme qui se défiait constamment de s'élever au-dessus de ses impulsions et de ses émotions, se concentrant plutôt sur la raison, le devoir et la force intérieure. Sa philosophie affirme que les circonstances extérieures ne nous contrôlent que si nous le permettons. Il croyait qu'en maîtrisant nos réactions et en adoptant la discipline, nous atteignions la liberté, le pouvoir ultime sur nos vies. Miyamoto Musashi, quant à lui, était un samouraï légendaire du Japon du XVIIe siècle, dont la discipline est devenue légendaire grâce à ses exploits. Maître dans l'art du sabre, invaincu dans plus de 60 duels, Musashi ne comptait pas uniquement sur sa force physique, mais sur une discipline mentale extraordinaire. Son œuvre célèbre, le livre des 5 anneaux, décrit l'état d'esprit d'un guerrier, qui considère chaque instant comme une occasion de s'entraîner, de s'améliorer et de se perfectionner. Musashi souligne que la discipline ne se limite pas à la routine ou à la rigidité, mais consiste à affiner sans cesse son esprit, ses compétences et son âme jusqu'à ce que ses actions deviennent naturelles. C'est une quête incessante de la maîtrise, où la discipline devient un chemin plutôt qu'une simple pratique. Aussi bien Aurelius que Musashi ont vécu dans des mondes très différents, pourtant leur message sur l'autodiscipline est remarquablement similaire. Ils nous apprennent que la discipline n'est pas une contrainte, mais ouvre la voie à la vraie liberté, à la clarté et à l'excellence. En suivant leur sagesse, vous verrez comment la discipline peut transformer votre vie et votre vision des choses. Nous explorerons ces secrets intemporels et vous donnerons des conseils pratiques pour appliquer une autodiscipline stricte dans votre contexte actuel. Que vous recherchiez un plus grand succès, un épanouissement plus profond, ou simplement plus de contrôle sur vos habitudes et décisions quotidiennes. Comprendre l'état d'esprit discipliné de ces figures légendaires vous guidera vers la version la plus forte et la plus libre de vous-même.
Pour Marc Aurèle et les stoïciens, la discipline relevait d'abord de la maîtrise intérieure, non du contrôle extérieur. Il fallait s'ancrer si profondément dans ses valeurs et sa raison qu'aucun élément extérieur ne pouvait troubler sa paix. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, écrivait Marc Aurèle. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. Cette simple phrase contient toute la base de la pensée stoïcienne. Le monde restera imprévisible, les gens te décevront, les plans échoueront, douleur, perte, échec. Tout cela est inévitable, mais la seule chose que tu posséderas toujours, complètement et irrévocablement, c'est ton esprit, tes choix, tes pensées, tes réactions. Et c'est dans ce domaine intérieur que commence la véritable discipline. Pour les stoïciens, la liberté ne signifiait pas faire tout ce que l'on veut, cela signifiait être libre de la tyrannie des émotions, des désirs et de la peur. En d'autres termes, la discipline n'est pas une chaîne, c'est la clé qui ouvre la clarté mentale et l'indépendance émotionnelle. Tout débute par changer de perspective. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, mais vous contrôlez absolument la façon dont vous l'interprétez et y répondez. Quand il vous arrive quelque chose de mauvais, comme perdre un emploi, manquer une opportunité ou être trahi par une personne de confiance, l'esprit indiscipliné s'emballe. Il blâme, il se plaint, il s'apitoie. L'esprit discipliné, lui, s'arrête et se demande « Que puis-je en faire ? Comment puis-je en tirer profit ?» Ce changement mental incarne le stoïcisme et ouvre la voie au véritable pouvoir. La discipline devient alors une sorte de boussole intérieure. Elle vous guide vers ce qui compte, peu importe ce que le monde vous réserve. Quand vous êtes discipliné, vous n'êtes plus à la merci de votre environnement, vous n'êtes plus réactif. Vous commencez à agir au lieu d'être influencé. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait dans son journal chaque matin et chaque soir. Il n'écrivait pas pour impressionner. Il entraînait son esprit à rester maître de lui-même, à affronter le chaos d'être empereur et homme avec une forme de calme que la plupart des gens n'atteignent jamais. Il se le rappelait chaque jour. Voici ce que je peux contrôler. Voici ce que je dois laisser aller. Dans ta propre vie, tu ne diriges peut-être pas un empire, mais le même principe s'applique. Peut-être que tu te sens dépassé par des choses qui échappent à ton contrôle. Ton travail, tes finances, tes relations, ou même les événements mondiaux. La réponse stoïcienne n'est pas de céder à l'impuissance, mais de te concentrer encore plus sur la seule chose que tu contrôles vraiment. Toi-même, tes habitudes, ta concentration, ton attitude. C'est là que réside la discipline. Prends un exemple simple comme une routine matinale. Se lever tôt, éviter d'utiliser son téléphone en premier, boire de l'eau, faire de l'exercice ou écrire dans un journal. Cela peut sembler être de petites actions, mais ce sont des actes radicaux d'autodiscipline dans un monde qui récompense la passivité. Lorsque vous vous levez régulièrement selon vos propres termes, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous le choisissez, vous reprenez le contrôle. C'est cela, la liberté. Vous n'êtes soumis ni aux boutons de rappel, ni aux obligations. Vous affirmez votre volonté. C'est pareil pour la forme physique. Chaque fois que vous bougez votre corps, alors que vous n'en avez pas envie, vous prouvez que c'est votre moi supérieur, et non vos envies, ou votre paresse, qui est aux commandes. Même avec l'argent, la discipline transforme tout. La discipline financière, c'est être souverain, pas se priver. Quand tu fais un budget, quand tu économises, quand tu vis en dessous de tes moyens, tu crées un espace entre toi et la détresse. Tu te libères de la dette, de l'anxiété, de la course constante. C'est stoïque, c'est la puissance. Tout commence par des actions simples et quotidiennes, alignées sur tes valeurs plutôt que sur tes humeurs. La vérité, c'est qu'une vie sans discipline semble libre en surface, mais en dessous, c'est le chaos. Tu manges ce que tu veux, tu dépenses de façon impulsive, tu fais défiler sans fin, et ça fait du bien sur le moment. Mais plus tard, tu te sens perdu, dispersé, anxieux. La discipline inverse cela. Et elle te demande de retarder la gratification à court terme. Mais en échange, elle t'apporte la paix, la confiance et le contrôle sur ton avenir. C'est un plaisir différé pour un épanouissement durable. Le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Le stoïcisme enseigne que le contrôle se construit instant après instant, décision après décision. Commence par un domaine de ta vie. Demande-toi, où en suis-je ? Est-ce que je laisse les circonstances extérieures dicter mon état intérieur ? Ou est-ce que je cède mon pouvoir ?
Peut-être que c'est la façon dont tu réagis quand les plans changent, peut-être que c'est la façon dont tu réponds à la critique, peut-être que c'est ton matin, ton argent ou ton temps passé devant un écran. Choisis-en un et applique la discipline sans relâche, non pas pour te punir, mais pour te libérer. Parce que la vérité, c'est que tu entraînes toujours ton esprit, que tu t'en rendes compte ou non. Tu l'entraînes et beau à suivre tes valeurs ou tes impulsions. Tu avances soit vers la liberté, soit vers la dépendance. Et dans un monde plein de bruit, de distractions et d'indulgence, l'autodiscipline n'est pas seulement une vertu. C'est une rébellion silencieuse contre tous ceux qui cherchent à t'éloigner de la meilleure version de toi-même. Laisse les paroles de Marc résonner en toi la prochaine fois que tu voudras abandonner, te plaindre ou fuir. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Que cela soit ta boussole, que cela soit ta norme. Rappelle-toi, chaque choix discipliné construit la base d'une vie que tu maîtrises. Une vie guidée non par le chaos, mais par la clarté, non par le hasard, mais par le caractère. C'est ça la discipline stoïcienne, c'est ça la vraie liberté. Si tu veux contrôler les autres, tu dois d'abord te contrôler toi-même. Ces paroles de Miyamoto Musashi ne sont pas seulement les conseils d'un guerrier, ce sont un principe universel pour quiconque veut vivre avec force, clarté et détermination. Parce qu'avant de pouvoir guider les autres, réussir dans ton art ou relever n'importe quel défi dans la vie, tu dois d'abord livrer bataille contre ton propre chaos intérieur. Miyamoto Musashi avait compris que la plus grande guerre n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. La partie de toi qui veut t'abandonner, qui recherche le confort, qui résiste à l'effort, qui craint l'échec. Et il croyait que la seule façon de surmonter cette résistance intérieure était par un entraînement acharné, constant et discipliné. Maîtrise-toi ou sois maîtrisé, il n'y a pas de juste milieu. Miyamoto Musashi n'était pas philosophe au sens traditionnel. Il n'a pas écrit de longues méditations comme Marc Aurèle, mais il a vécu sa philosophie. Et le livre des 5 anneaux, son manuel sur la stratégie et la vie est le fruit d'une discipline purement vécue. Miyamoto Musashi, né en 1584 dans le Japon féodal, est devenu sabreur très jeune. À 13 ans, il avait déjà gagné son premier duel. À la fin de sa vie, il demeura invaincu après plus de 60 duels, souvent face aux guerriers les plus redoutables de son temps. Mais ces victoires ne venaient pas de la force ou de techniques spectaculaires, mais de milliers d'heures de pratique, d'observation et de réflexion. Il s'entraînait seul, menait une vie simple et se concentrait de façon obsessionnelle sur la maîtrise non seulement du sabre, mais aussi de lui-même. Le mode de vie de Musashi était extrême selon les normes modernes. Il vivait souvent sans abri, dormait peu et mangeait simplement. Il évitait le luxe et le confort parce qu'il pensait qu'il ramollissait l'esprit. Son idée était claire. Si tu t'entraînes à être à l'aise dans l'inconfort, à rester calme dans le chaos, à agir avec détermination sous pression, alors aucun ennemi, aucun obstacle, aucune force extérieure ne pourra te contrôler. C'est ce qui l'a rendu inarrêtable. Il ne comptait pas sur le monde extérieur pour lui donner de la force, sa force venait de l'intérieur. La plupart d'entre nous ne deviendront pas des samouraïs errants, mais le cœur de la philosophie de Musashi s'applique à chacun d'entre nous. Nous menons tous des combats chaque jour, des combats contre la procrastination, la peur, la distraction, le doute de soi. La vie de Musashi montre que gagner ces combats nécessite constance et petits actes répétés de discipline. Il ne s'agit pas de changements spectaculaires ou d'efforts ponctuels, mais d'être présent chaque jour et de travailler, même quand c'est ennuyeux ou sans public. Alors, comment appliquer l'état d'esprit de Musashi dans la vie moderne ? Commencez par vos rituels, vos habitudes quotidiennes. La vie de Musashi reposait sur l'entraînement, physique mais aussi artistique, calligraphie, peinture et poésie. Pour lui, la discipline ne se limitait pas au combat. Il s'agissait d'aiguiser l'esprit, d'affiner l'âme et de concentrer l'attention.
Adoptez ce même état d'esprit dans votre carrière, santé ou travail créatif. Créer une entreprise, apprendre ou améliorer sa santé dépend surtout du temps consacré chaque jour à s'entraîner, plus que de la motivation ou du talent. Disons que vous travaillez sur votre carrière. Appliquez la méthode de Musashi. Fixez-vous un moment chaque jour pour travailler en profondeur. Aucune distraction, pas de multitâche. Transformez cela en un rituel sacré. Vous ne faites pas que répondre à des emails ou vérifier des tâches. Vous vous entraînez. Ou, si c'est pour votre santé, rendez vos entraînements incontournables. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, fatigué ou énergique. Vous êtes là, même pour 20 minutes, même imparfait. C'est ainsi que vous entraînez votre esprit à obéir non pas à vos sentiments, mais à vos principes. Si cela concerne votre créativité, que vous écriviez, dessiniez ou composiez, le modèle de Musashi est d'autant plus essentiel. Créez chaque jour, non pas parce que vous vous sentez inspiré, mais parce qu'il est temps de créer. La créativité n'est pas de la magie, c'est de la discipline. C'est le même muscle que l'escrime. Concentration, répétition, raffinement. Plus tu le fais, plus ta lame devient déguisée. Miyamoto Musashi croyait aussi au détachement, non pas froidement, mais de façon stratégique. Il savait que trop s'attacher au confort, au succès, aux éloges ou à la technique pouvait te rendre rigide. La rigidité, c'est la mort au combat et dans la vie. Alors, demande-toi, à quoi t'accroches-tu qui t'affaiblit ? C'est peut-être ton téléphone, tes routines, tes conforts, ou même l'image que tu as de toi-même. La maîtrise de soi, c'est aussi savoir ce qu'il faut lâcher, éviter, discipliner et éliminer de ta vie. Miyamoto Musashi a dit « Ne fais rien qui ne soit utile ». C'est une norme brutale, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Imaginez réduire votre vie à seulement l'utile, seulement l'essentiel. À quoi cela ressemblerait-il pour vous ? Voici une façon simple de vivre comme Musashi. Choisissez une seule habitude, petite mais significative. Peut-être que c'est se réveiller à la même heure chaque jour, peut-être que c'est écrire pendant 30 minutes, peut-être que c'est tenir un journal ou méditer. Quoi que ce soit, engagez-vous à le faire pendant les 30 prochains jours. Pas comme un défi, pas comme une expérience, mais comme une épreuve de votre maîtrise de soi. N'attendez pas le moment parfait, ne négociez pas avec vous-même, faites-le simplement chaque jour et regardez ce qui se passe. Parce que le véritable pouvoir de la méthode de Musashi, c'est qu'elle construit quelque chose d'invisible. La confiance. Pas celle qui est bruyante et artificielle, mais celle qui est silencieuse et inébranlable, qui vient du savoir. Tu peux compter sur toi-même, que tu seras présent qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que tu es capable d'accomplir des choses difficiles. Que tu n'es pas gouverné par l'humeur ou les circonstances, que tu es le maître de ta propre vie. Maîtrise-toi ou sois maîtrisé. C'est le choix que Musashi nous propose. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Cela demande de l'inconfort, cela demande des sacrifices, mais cela offre aussi quelque chose d'inestimable en retour, la force, la clarté et la liberté. Pas un jour, mais maintenant, dans chaque décision que tu prends. Alors, quelle est ta prochaine étape ? Quelle est l'habitude que tu vas maîtriser à partir d'aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement une philosophie pour les guerriers, mais pour tous ceux qui veulent cesser d'être contrôlés par les distractions, la peur, les impulsions, et reprendre le contrôle par la discipline. Un choix à la fois, un jour à la fois, une habitude à la fois. Nous sommes tous passés par là, motivés après avoir regardé une vidéo inspirante ou lu une citation qui fait mouche. Vous avez l'impression de pouvoir conquérir le monde. Vous faites de grands projets, commencez un nouveau régime, débutez une routine d'entraînement, vous engagez à vous lever tôt. Mais ensuite, la motivation s'estompe. Peut-être le lendemain, peut-être dans l'heure qui suit. Et soudain, l'énergie a disparu. Vous vous dites que vous commencerez demain, ou la semaine prochaine, et lentement, sans même vous en rendre compte, vous retombez dans vos anciennes habitudes. C'est pourquoi compter sur la motivation est un jeu perdu d'avance.
Elle n'est pas fiable, elle est émotionnelle et elle disparaît au moindre contretemps dans la vie. La motivation est une humeur, la discipline est une décision. Et les décisions sont réelles, quotidiennes. Ce sont les décisions prises avec engagement qui construisent une vie. Le philosophe Épictète a dit « Le progrès n'est pas obtenu par chance ou par accident, mais en travaillant sur soi chaque jour. » Il n'a pas dit parfois ni quand tu veux, il a dit chaque jour. Parce que la véritable transformation se produit quand tu es présent, quoi qu'il arrive. Quand tu arrêtes de te demander « Est-ce que j'en ai envie ?» et tu te dis « C'est ce que je fais ». C'est la force de la discipline. Elle ne demande pas la permission, elle ne négocie pas, elle n'attend pas les conditions parfaites. Elle agit tout simplement. La psychologie moderne le confirme. Les neuroscientifiques lient la motivation au système dopaminergique du cerveau. Elle augmente quand vous attendez une récompense, mais chute vite si celle-ci paraît lointaine, incertaine ou difficile à obtenir. Il est facile de s'enthousiasmer pour débuter un projet, mais difficile de rester constant quand les résultats tardent. Votre cerveau s'ennuie, il veut une récompense immédiate. Mais c'est la discipline qui prend le relais lorsque la dopamine chute. La discipline vous fait persévérer quand votre cerveau proteste. C'est difficile, ou c'est ennuyeux, ou on pourrait simplement sauter aujourd'hui. Et voici la vérité. Ceux qui réussissent durablement, en fitness, créativité, affaires ou développement personnel, ne sont pas les plus motivés, mais les plus constants. Ils ont bâti des systèmes efficaces, malgré leurs émotions, et instauré des habitudes si ancrées, qui dérogeaient leur semble contre nature. Ils ne comptent pas sur la vague d'inspiration, ils comptent sur la structure qu'ils ont construite en dessous. Parlons de cette structure, car ce n'est pas de la magie. Elle est pratique, reproductible et totalement à votre portée. La première technique est l'empilement d'habitudes, simple et très efficace. L'idée est de lier une nouvelle habitude à une action déjà régulière. Par exemple, si vous préparez toujours du café le matin, ajoutez l'écriture dans un journal ou des étirements à cette routine. Au lieu d'essayer de créer quelque chose entièrement à partir de zéro, vous vous appuyez sur un comportement déjà existant. Cela rend la nouvelle habitude plus automatique, moins comme une corvée. Vous ne révolutionnez pas votre vie. Vous associez simplement un bon comportement à des routines existantes. Le deuxième outil, c'est la responsabilité. La discipline s'épanouit dans des environnements où quelqu'un ou quelque chose surveille. Cela ne veut pas dire que vous avez besoin d'un coach qui vous crie dessus 24 heures sur 24, mais il vous faut un mécanisme qui vous oblige à rester honnête. Cela peut être un ami qui vérifie vos progrès, un engagement public, ou même une application de suivi d'habitude qui affiche votre série. Lorsque vos progrès sont visibles et suivis, il est plus difficile de trouver des excuses. Vous transformez la discipline en un jeu d'intégrité. Vous avez dit que vous le feriez, alors faites-le. Un autre élément crucial est la conception de l'environnement. Nous sous-estimons souvent à quel point notre environnement façonne notre comportement. Si votre téléphone est toujours près de vous, si votre espace de travail est encombré, si la malbouffe est la première chose que vous voyez en ouvrant le réfrigérateur, vous rendez la discipline plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Changez votre environnement et votre comportement suivra. Placez votre téléphone ailleurs en travaillant. Préparez vos vêtements de sport la veille. Rendez vos choix par défaut plus faciles et plus intelligents. Ainsi, vous n'aurez pas à compter sur votre volonté toute la journée. La volonté est limitée, l'environnement est constant. Voici la beauté de la discipline. Elle ne nécessite pas que vous vous sentiez bien. Peu importe votre fatigue ou ennui, elle exige seulement que vous agissiez. Elle crée de l'élan, et cet élan forge l'identité. Tenir une promesse envers soi-même, c'est voter pour la personne qu'on veut devenir. Et ces votes s'accumulent, pas en une semaine, ni même en un mois, mais avec le temps, ils créent une base inébranlable. C'est pourquoi attendre la motivation est risqué. Elle vient de l'extérieur, tandis que la discipline est intérieure. La motivation dit « J'agirai quand je me sentirai prêt ». La discipline dit « J'agirai » et le sentiment suivra. Et la plupart du temps, c'est le cas. Le plus drôle, c'est qu'une fois que tu commences à agir, la motivation que tu attendais arrive souvent après que tu as fait le premier pas.
mais c'est la discipline qui te fait avancer. Alors, comment commencer à développer la discipline dès maintenant ? Commence par concevoir une routine simple et structurée qui soit en accord avec tes objectifs et tes valeurs. Cela n'a pas besoin d'être complexe ou rigide, il suffit que ce soit clair et répétitif. Demande-toi, à quelle heure vais-je me réveiller ? Quand vais-je faire un travail concentré ? Qu'est-ce que j'éviterai pendant ces heures-là ? Quand vais-je m'entraîner ? Ou créer, ou lire ? Écris-le, rends-le visible, traite-le comme un contrat, puis construis un système de responsabilisation autour de ça. Cela peut être aussi simple qu'une coche quotidienne sur ton calendrier, un message à un ami ou un journal où tu réfléchis chaque soir à tes actions. Le but n'est pas la perfection, mais la prise de conscience. Si tu rates un jour, ne t'effondre pas dans la culpabilité ou les excuses. Réinitialise simplement. Reprends là où tu t'es arrêté. La discipline, ce n'est pas de ne jamais échouer, c'est de toujours revenir. Voici ton défi. Dans les prochaines 24 heures, crée une structure quotidienne qui soutient l'un de tes objectifs. Peut-être que c'est la forme physique, peut-être que c'est ton travail créatif, peut-être que c'est apprendre une nouvelle compétence ou améliorer ton état d'esprit. Note quand, où et comment tu t'engageras chaque jour pour cet objectif. Rends-le spécifique, rends-le visible et ensuite tiens-toi-y. Pendant une semaine, puis 2, puis 1 mois. N'attends pas de te sentir prêt. Commence simplement. Au final, la motivation est une étincelle, la discipline le bois de chauffage. C'est ça qui maintient la flamme vivante longtemps après que l'excitation soit retombée. Plus tu comptes sur la discipline, plus tu réalises que tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu as juste besoin de continuer. C'est là que réside la véritable force, pas dans l'engouement, mais dans l'habitude. Pas dans l'idée, mais dans l'exécution. Épictète avait raison. Le progrès ne s'obtient pas par chance ou par accident, mais en travaillant sur soi chaque jour. C'est le plan, c'est le chemin. Pas un jour, pas quand on en a envie, mais aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ta façon de le voir. C'est le début de la discipline mentale. Les stoïciens n'entraînaient pas seulement leur corps ou leurs habitudes, ils entraînaient leur esprit. Chaque jour, ils se préparaient, non seulement à l'action, mais aussi à l'adversité. Ils savaient que nos souffrances viennent surtout de notre interprétation des événements, et non des faits eux-mêmes. Comme Sénèque l'a si bien dit, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cette phrase renferme une sagesse précieuse. Parce que combien de fois as-tu rejoué une situation dans ta tête d'imaginer le pire ? As-tu déjà stressé pour quelque chose qui n'est jamais arrivé ? Les stoïciens diraient, c'est une souffrance inutile, elle est optionnelle, et la façon de la combattre, c'est avec un esprit discipliné. Comment développer ce type de force mentale ? La capacité de rester calme quand les choses tournent mal, concentré quand la vie devient chaotique, et résilient quand nous sommes mis à l'épreuve. La réponse réside dans quelques pratiques stoïciennes fondamentales. Elles sont simples, mais puissantes. Le genre d'outils que vous pouvez utiliser chaque jour pour devenir plus fort mentalement, plus clair et mieux contrôler vos propres émotions. Décomposons-les. D'abord, parlons de la visualisation négative. C'est une des techniques stoïciennes les plus mal comprises, mais essentielle. L'idée est d'imaginer régulièrement que les choses et les personnes auxquelles vous tenez pourraient un jour disparaître. Non pas pour vous rendre triste, mais pour vous rendre reconnaissant. Au lieu de considérer la vie comme acquise, vous devenez plus conscient de sa fragilité, et cette prise de conscience vous aide à l'apprécier plus profondément. Par exemple, vous pourriez imaginer perdre votre emploi, votre santé, ou même quelqu'un que vous aimez. Pas de manière morbide ou obsessionnelle, mais brièvement, intentionnellement. Vous n'essayez pas de vous affoler. Vous habituez votre esprit à apprécier ce que vous avez tant que cela dure, et à réduire le choc, si et quand les difficultés surviennent. Marc Aurèle écrivait constamment à ce sujet.
Il se rappelait chaque matin que les gens qu'il croiserait seraient sans doute impolis, égoïstes ou irrationnels. Il n'était pas cynique, il était réaliste. Et en se préparant mentalement à cette réalité, il s'entraînait à répondre avec patience plutôt qu'avec colère. C'est la visualisation négative. En anticipant l'inconfort, vous n'êtes jamais surpris. En imaginant la perte, la gratitude grandit. Tenir un journal est une pratique stoïcienne clé, servant d'auto-examen plutôt que de simple journal intime. Les méditations de Marc Aurèle sont essentiellement un journal. Il n'écrivait pas pour impressionner qui que ce soit. Il écrivait pour se renforcer, pour se rappeler ce qui comptait, pour clarifier ses pensées, pour affronter ses propres faiblesses. Et tu peux faire la même chose. Prends juste 10 minutes au début ou à la fin de ta journée pour te demander « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ? Où ai-je perdu le contrôle ? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire demain ?» Ce genre de réflexion, c'est de la discipline. Pas glamour, mais efficace. Avec le temps, cela reprogramme votre pensée. Vous repérez vos tendances réactives et voyez des schémas. Surtout, vous distinguez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas. C'est le cœur de la résilience stoïcienne. Une troisième technique est ce que les stoïciens appelaient l'inconfort volontaire. Cela signifie sortir intentionnellement de votre zone de confort, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous le choisissez. Sénèque s'exerçait à dormir par terre, manger simplement et porter des vêtements rêches. Non par autopunition, mais pour se le rappeler. Si je devais vivre ainsi, je pourrais. Dans le monde d'aujourd'hui, cela pourrait signifier prendre des douches froides, jeûner de temps en temps, marcher au lieu de conduire, ou laisser son téléphone à la maison pendant une journée. Ces gestes semblent anodins, mais créent une grande force. Ils vous apprennent à être moins dépendant du luxe, plus à l'aise face aux défis, et à apprécier davantage ce que vous tenez habituellement pour acquis. Regardons une petite histoire pour illustrer cela. Imaginez que deux personnes font face au même revers, perdre un emploi. L'une d'elles sombre dans la panique. Ils n'étaient pas préparés. Leur identité dépendait de leur emploi, sans plan de secours ni soutien émotionnel. La seconde personne a appliqué la discipline mentale stoïcienne. Ils ont déjà visualisé cette possibilité auparavant. Ils se sont entraînés à être adaptables. Leur journal est rempli de rappels que le statut extérieur ne définit pas leur valeur. En conséquence, ils restent calmes, ils répondent au lieu de réagir. Ils se concentrent sur la prochaine action, pas sur la perte. Même situation, résultat différent. C'est la puissance d'un esprit discipliné. Autre exemple. Imagine qu'on t'insulte en public. L'esprit réactif s'emporte, le prend pour soi, réagit violemment ou fuit, alors que l'esprit stoïque fait une pause, réfléchit et questionne. Est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai ? Si c'est le cas, je devrais les remercier de me l'avoir signalé. Si c'est faux, pourquoi cela devrait-il me déranger ? Le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Garder ta dignité, même lorsque les autres essaient de te rabaisser. Et c'est le genre de force que personne ne peut t'enlever. Alors, comment commencer à intégrer ces techniques stoïciennes dans ta vie ? Voici une approche étape par étape que tu peux commencer dès aujourd'hui. Commence ta journée par une visualisation négative. Prends 2 ou 3 minutes pour imaginer une journée qui tourne mal. Bus raté, gens impolis, clients exigeants. Puis dis-toi, si cela arrive, je resterai calme et raisonnable. Cela prépare ton esprit et réduit le choc émotionnel. Termine ta journée par une réflexion dans ton journal. Demande-toi, qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je laissé mes émotions prendre le dessus sur la raison ? Que vais-je faire mieux demain ? Reste simple mais honnête. Cette habitude quotidienne apporte progressivement plus de clarté et de maîtrise de soi. Planifie un acte d'inconfort volontaire par semaine. Choisis quelque chose de simple. Saute un repas, prends une douche froide, lève-toi plus tôt ou fais une pause de ton téléphone. Pas pour souffrir, mais pour t'entraîner. Pour te rappeler que tu es plus fort que tes conforts. Observe tes réactions en temps réel. Tout au long de la journée, surprends-toi dans des moments de colère, de frustration ou d'anxiété. Prends une pause et demande-toi, qu'est-ce que je contrôle ici ? Rien que cette simple question peut changer ta perspective. Ton défi, pendant 7 jours,
engage-toi à essayer l'une de ces techniques. Écris chaque soir dans un journal. Commence ta journée par 2 minutes de visualisation, ou affronte un petit inconfort. Ne vise pas la perfection, vise simplement la prise de conscience. Observe comment ton esprit commence à changer, comment tu deviens moins réactif, plus ancré, plus maître de toi-même. Parce qu'au final, ton esprit est ton outil le plus puissant, mais il peut aussi devenir ton pire ennemi s'il n'est pas discipliné. Les stoïciens le savaient, c'est pourquoi ils l'entraînaient chaque jour comme un muscle. Et si tu prends vraiment au sérieux le développement personnel, la résilience, le fait de vivre selon tes propres règles, alors tout commence ici. La citation de Sénèque résonne encore. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Alors pourquoi ne pas entraîner ton imagination, la façonner, la discipliner, la transformer d'une source de peur en une source de force? C'est ce que faisèrent des stoïciens. C'est ce que tu peux faire à partir de maintenant. S'il y a une vérité que les stoïciens et les samouraïs partageaient sans hésiter, c'est celle-ci. L'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le terrain d'entraînement, c'est l'arène où ton caractère se révèle. En fait, c'est à travers la lutte que tu deviens celui que tu es censé être. Marc Aurèle l'a dit simplement, l'obstacle est le chemin. Ce n'est pas à éviter ni à maudire, mais à embrasser. Parce que c'est dans l'adversité que tu apprends la patience. C'est dans l'échec que tu apprends la résilience. C'est lorsque tout va mal que tu découvres qui tu es vraiment. Ce n'était pas seulement de la philosophie abstraite pour Marc, il l'a vécu. Empereur romain à une époque difficile, Marc subissait une pression constante. Durant son règne, l'Empire a subi épidémies, guerres frontalières, famines, catastrophes naturelles et trahisons internes. Il a perdu des enfants, des amis, et a aussi combattu la maladie. Et pourtant, malgré tout, il a continué à écrire, à réfléchir et à diriger. Pas parfaitement, mais avec constance, calme et discipline. Il ne demandait pas une vie facile, il demandait simplement la force intérieure pour affronter tout ce que la vie lui réservait. C'est pareil pour Miyamoto Musashi. Il n'est pas devenu le plus grand sabreur du Japon grâce à une vie facile. Il est devenu grand parce qu'il s'est confronté à de véritables situations d'adversité. À la fin de sa vie, il avait mené plus de 60 duels, chacun d'eux était un vrai combat. Pas de l'entraînement, pas de la théorie. Et il n'a pas gagné, parce qu'il avait de la chance. Il a gagné parce qu'il était préparé, sans relâche, de façon obsessionnelle et délibérée. Il s'entraînait non seulement à l'escrime, mais aussi à garder son calme sous pression. Il savait que la plupart des gens paniquent quand les choses tournent mal. Leur esprit se trouble, leurs émotions dominent. Musashi s'est entraîné à faire l'inverse, à ralentir quand les autres accéléraient, à voir clairement quand les autres étaient paralysés par la peur. L'un des duels les plus célèbres de Musashi fut contre Sasaki Kojiro, un épéiste renommé pour sa rapidité et sa précision. Ils se sont retrouvés sur une île pour le duel, mais Musashi est arrivé exprès en retard. Il est venu avec une rame qu'il avait transformée en sabre de bois lors de la traversée. Kojiro, agacé par le retard, a attaqué furieusement. Musashi était resté calme, a analysé son adversaire et a frappé avec détermination. Victoire en un seul coup. Ce n'était pas la force brute, ni une ruse habile, c'était la discipline mentale en action. Il a retourné l'émotion de son adversaire contre lui. C'était là le génie de Musashi. Sa discipline lui permettait de rester calme, stratégique et imperturbable, même lors d'un combat à mort. Ce que Marcus et Musashi avaient là compris, c'est que l'adversité révèle ton entraînement. Quand tout va bien, il est facile de parler d'état d'esprit, de philosophie et de discipline. Mais quand tes plans s'effondrent, quand la pression monte, quand la vie te frappe là où tu ne t'y attendais pas, c'est là que ça compte vraiment. C'est alors que le travail intérieur apparaît ou s'efface.
Voici le changement à opérer. Ne souhaite pas une vie plus facile. Entraîne-toi à devenir plus fort. Les stoïciens ne priaient pas pour des circonstances parfaites. Ils s'entraînaient pour toutes les circonstances. Miyamoto Musashi ne comptait pas sur la faiblesse de ses ennemis. Il s'est entraîné afin de garder calme et lucidité face au meilleur. C'est l'état d'esprit dont nous avons besoin aujourd'hui. Que vous créiez une entreprise, surmontiez un échec, un chagrin d'amour ou des problèmes de santé. Vous ne contrôlez pas la tempête. Vous contrôlez en revanche à quel point vous êtes préparé à l'affronter. Et la préparation n'a pas besoin d'être spectaculaire. Tout commence par votre état d'esprit. Quand quelque chose d'inconfortable survient, un retard, un rejet, une trahison, ne vous plaignez pas. Demandez-vous, qu'est-ce que cela est censé m'apprendre ? Cette question change tout, soudainement. L'obstacle n'est pas une interruption, mais une invitation à devenir plus patient, discipliné et concentré. Si quelqu'un vous critique injustement, au lieu de réagir émotionnellement, demandez-vous, puis-je apprendre à rester calme ? Puis-je utiliser cela pour aiguiser mon contrôle émotionnel ? C'est l'entraînement stoïque. Si un projet échoue, ne sombrez pas. Demandez-vous, où me suis-je trompé ? Comment puis-je revenir plus intelligent et plus fort ? Vous n'avez pas besoin de vous battre en duel ou de diriger un empire pour appliquer cela. La vie vous offre des occasions de vous entraîner chaque jour. Une facture inattendue, c'est une occasion de pratiquer la discipline financière. Une longue file à la caisse, c'est un entraînement à la patience. Quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Exercice de contrôle émotionnel. Nul besoin que les autres voient votre calme. L'important est que vous le sachiez. Chaque fois que vous le faites, votre esprit se renforce comme un muscle. Avec le temps, cette force devient naturelle. Vous n'avez pas besoin de feindre le calme, vous devenez calme. Vous n'avez pas besoin de forcer la résilience. Vous êtes résilient, mais vous devez être intentionnel. Vous ne pouvez pas attendre qu'une crise survienne pour commencer à penser de cette façon. C'est comme apprendre l'escrime pendant une bataille. Vous devez développer cet état d'esprit maintenant, pendant les moments ordinaires, afin que lorsque des défis extraordinaires se présenteront, vous soyez prêts. Commencez par un exercice simple. Listez 3 obstacles personnels auxquels vous faites face. Il peut s'agir de facteurs externes comme des dettes, des revers professionnels, des problèmes relationnels, ou internes comme le doute de soi, la paresse ou l'anxiété. Notez-les et demandez-vous pour chacun. Comment ce défi peut-il renforcer ma discipline ? Que peut m'apprendre cette difficulté sur la persévérance, la patience ou la résolution de problèmes ? Ensuite, créez un plan d'action discipliné pour chacun d'eux. Pas un plan spectaculaire, juste une habitude quotidienne. Quelque chose de petit, répétitif et clair. Si votre problème est la santé, marchez 30 minutes chaque matin. Si l'anxiété est un obstacle, écrivez 10 minutes dans un journal ou faites des exercices de respiration. Si c'est la procrastination, essayez 90 minutes de travail avant de consulter votre téléphone. Peu importe quoi, soyez cohérent. Ne comptez pas sur la facilité, agissez chaque jour. C'est ainsi que la discipline se développe face à l'adversité. L'adversité n'est pas une malédiction, mais un creuset. Elle brûle la faiblesse et révèle l'essentiel. C'est pourquoi Marc a dit que l'obstacle est la voie. Pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il comprenait que sans obstacle, il n'y a pas de croissance. Et Musashi, il ne craignait pas les adversaires plus forts, il les accueillait, car à chaque défi, il devenait plus affûté, plus rapide, plus calme. La vie était son dojo. Chaque instant était un exercice. Et c'est pareil pour toi. N'attends pas le moment parfait. Utilise ce moment. Sers-toi de ta frustration, de tes échecs et défis. Entraîne-toi avec, réponds avec détermination. Car chaque fois que tu affrontes une difficulté avec discipline, tu te rapproches de la maîtrise et de la liberté. C'est le chemin, c'est la voie, l'obstacle est la voie. Et si tu veux vraiment grandir, ne fuis pas les choses difficiles. Avance vers elles, l'esprit clair, la respiration régulière et la discipline aiguisée.
L'une des plus grandes menaces du monde moderne n'est pas la violence ou le chaos, mais la distraction, silencieuse et subtile, assez puissante pour bouleverser des vies entières. Tu te fixes un objectif, lances un projet, te promets quelque chose. Puis, une notification vibre. Tu consultes ton téléphone et fais défiler quelques minutes de plus. 1 heure s'est écoulée sans que tu t'en rendes compte. L'énergie a disparu, la motivation aussi. Et peu à peu ta vie se remplit de désordre mental plutôt que de vrai progrès. C'est l'auto-sabotage le plus courant, non spectaculaire, mais une lente érosion passive de ta concentration. Miyamoto Musashi nous a avertis il y a des siècles. Ne cède pas aux caprices du corps, il devient exigeant. Ne cède pas aux caprices de l'esprit, il s'indiscipline. Il ne parlait pas de torture ou de punition. Il parlait de discipline, de la capacité à se refuser un plaisir à court terme afin de préserver sa force sur le long terme. Parce que si tu donnes tout à ton corps, il veut de la nourriture réconfortante, du divertissement, il commence à s'y attendre, il commence à en avoir besoin. Et c'est pareil pour ton esprit. Si tu le laisses passer d'une distraction à l'autre, si tu lui donnes une stimulation constante, il n'arrive plus à se concentrer, il devient chaotique, agité, faible. Lorsque ton esprit faiblit, la discipline devient presque impossible. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'échouent pas par ignorance. Nous savons quoi faire. Nous échouons parce que nous sommes constamment détournés de l'action. Par un écran, par une envie, par... Ajustez 5 minutes de plus. Les distractions ne semblent pas dangereuses sur le moment, mais avec le temps, elles deviennent des chaînes. Elles vous piègent dans un cycle de temps perdu et d'objectifs à moitié atteints. Vous vous promettez de vous concentrer demain, mais demain n'arrive jamais, parce que vous ne combattez pas le véritable ennemi, l'absence de concentration. La discipline était la façon de riposter, mais il ne s'agit pas de force brute ou de se maltraiter soi-même, il s'agit d'être intentionnel. Les stoïciens comme les samouraïs savaient que l'esprit ne pouvait être aiguisé que par la simplicité et la répétition. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de l'esprit par la réflexion, la conscience et le contrôle de l'attention. Les samouraïs s'entraînaient dans le silence, dans la solitude, en éliminant tout ce qui n'était pas utile. Ils ne gaspillaient pas d'énergie, éliminant le superflu pour garder leur tranchant. Il nous faut le même état d'esprit aujourd'hui. Dans un monde conçu pour détourner votre attention, être concentré n'est pas seulement utile, c'est héroïque. Pensez à quel point vous seriez plus puissant si vous pouviez récupérer ne serait-ce que la moitié du temps que vous perdez à faire défiler sans réfléchir ou à vous laisser distraire impulsivement. Ce temps s'accumule, et il ne s'agit pas seulement des minutes, mais aussi des résidus mentaux. Chaque fois que vous changez de tâche, votre concentration s'affaiblit. Chaque fois que vous cédez à la distraction, votre discipline s'érode. En protégeant votre attention et en résistant à l'envie de fuir l'inconfort, vous développez une véritable force. Voici la bonne nouvelle, Trainable. Vous pouvez reprogrammer votre concentration, mais vous devez lui offrir le bon environnement. L'une des stratégies les plus efficaces est le travail en profondeur, un concept popularisé par Cal Newport, mais profondément ancré dans les principes stoïciens et samouraïs. Le travail en profondeur consiste à bloquer des créneaux pour travailler sans distraction. Pas de téléphone, pas d'onglets internet, juste une tâche, une présence totale. C'est ainsi que les chefs-d'œuvre sont créés, non pas dans le chaos du multitâche, mais dans une attention disciplinée et délibérée. Si tu veux essayer ça, commence petit. Consacre seulement 90 minutes par jour. Choisis ta tâche principale, écrire, construire, étudier ou réfléchir. Désactive les notifications, mets ton téléphone dans une autre pièce. Utilise un casque anti-bruit si besoin. Et ensuite, fais simplement le travail. N'attends pas d'en avoir envie, ne cède pas à l'inconfort, assieds-toi simplement, respire et concentre-toi. Ce sera difficile. Au début, ton cerveau essaiera de s'échapper, mais si tu persévères, quelque chose d'incroyable se produit. Tu entres dans le flux, tu accèdes à la clarté, tu construis quelque chose de réel, et avec le temps, cela devient ta nouvelle normalité. Une autre méthode est le minimalisme numérique. Cela ne veut pas dire supprimer toutes les applications ou devenir moine. Cela consiste à organiser ta vie numérique avec intention. Fais un audit de ton téléphone. Demande-toi, quelles applications sont vraiment utiles? Lesquelles me distraient? Supprime celles dont tu n'as pas besoin. Mets des limites sur les réseaux sociaux. Désactive les notifications non essentielles. Fixe des règles pour ton temps d'écran. Par exemple,
Pas de téléphone la première heure, ni d'email après 20 heures. Ces petites limites apportent une grande clarté. Elles vous permettent de reprendre le contrôle de votre attention au lieu de la confier aux algorithmes. Vous pouvez aussi adapter votre environnement pour renforcer votre discipline. Les stoïciens savaient que nous devenons ce que nous pratiquons. Plutôt que de lutter contre la tentation, supprimez-la. Si vous voulez lire davantage, placez des livres là où vous pouvez les voir. Si vous voulez arrêter de grignoter, n'achetez pas de malbouffe. Si vous voulez méditer, créez un espace qui invite au calme. Organisez votre environnement pour que le bon choix soit le plus simple. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une discipline intelligente. Les tentations ne disparaîtront jamais complètement, mais vous pouvez les rendre plus faciles à résister. On peut appliquer la règle des 10 minutes. Lorsque vous ressentez l'envie de vérifier votre téléphone, de faire défiler ou d'abandonner une tâche, attendez 10 minutes. Ne vous jugez pas. Contentez-vous de rester avec cette sensation d'inconfort. La plupart du temps, l'envie disparaît. Vous avez appris à contrôler vos impulsions, c'est une victoire. Ce n'est pas la perfection, mais la pause, la conscience, le contrôle. Un autre outil efficace est d'établir un rituel d'intention avant toute tâche importante. Avant de commencer une tâche, faites une pause de 30 secondes. Respirez, fixez votre intention et demandez-vous « Que vais-je faire ?» Pourquoi est-ce important ? Ce petit moment de clarté peut éviter des heures de distraction inconsciente. Les stoïciens faisant cela, ils préparaient leur esprit avant la bataille, avant une conversation, avant d'agir. Ils savaient. Un esprit discipliné naît d'une pensée délibérée. Voici votre défi. Tentez une journée de détox numérique. Une journée sans réseaux sociaux, ni temps d'écran superflu. Téléphone réservé à la communication essentielle. Consacrez le reste de la journée à lire, réfléchir, écrire ou pratiquer une activité qui stimule l'esprit. Notez comme vous vous sentez différent, avec un esprit plus ouvert et des pensées plus calmes. Une seule journée suffit à réinitialiser votre cerveau. Ensuite, intégrez des moments de concentration chaque semaine. Aménagez des créneaux quotidiens, 90 minutes, 2 heures, ou même 45 minutes de pleine attention à une activité importante. Protégez ce temps comme un samouraï protège son sabre, car c'est votre sabre. Votre attention est votre outil le plus puissant. Ne le gaspillez pas dans le bruit. Utilisez-le pour construire et approfondir votre vie. Souvenez-vous de ce qu'a dit Musashi. N'abandonnez pas votre esprit à l'indulgence, il devient indiscipliné. Il ne s'agit pas de ne jamais se reposer, mais de le faire, comme de se concentrer ou de vivre avec intention. Parce que dans un monde plein de distractions, la personne qui peut rester concentrée ne serait-ce qu'une heure est inarrêtable. L'auto-sabotage ne concerne pas seulement l'échec, c'est aussi toutes les choses que nous aurions pu faire mais que nous n'avons pas faites. Tout ce temps perdu avec des distractions. Toute l'énergie gaspillée pour des choses sans importance. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela un jour, une décision, une période de concentration à la fois. Commencez dès aujourd'hui. Testez la détox, la concentration, et entraînez votre esprit comme un guerrier. Parce que la liberté ne vient pas du fait de céder à chaque impulsion, elle vient du fait de les maîtriser. C'est ça la discipline, c'est ça la voie. La discipline n'est pas juste une tactique. Ce n'est pas quelque chose que l'on sort seulement quand les choses deviennent difficiles. La vraie discipline, celle qui transforme ta vie, c'est une façon d'être. C'est quelque chose que tu portes avec toi dans tout ce que tu fais. Comment tu te réveilles, manges, travailles, parles, te reposes. Il ne s'agit pas d'être rigide ou sans joie, mais de vivre avec intention, clarté et but chaque jour. Il s'agit de te demander ce qui compte vraiment, et ensuite d'avoir le courage d'éliminer tout le reste. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever.
C'est le cœur de la discipline minimaliste. Il ne s'agit pas d'ajouter plus à votre vie, mais d'enlever ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est fort, concentré et libre. Marc Aurèle a vécu ainsi, bien qu'il fût empereur du plus puissant empire du monde. Il ne vivait ni dans le luxe ni pour le plaisir ou le statut. Ses écrits et méditations témoignent d'une grande humilité. Il se rappelle de se lever tôt, de servir les autres, de résister à la colère, de rester ancré. Il n'avait pas besoin d'écrire ces choses. Il était le dirigeant de Rome. Mais il le faisait quand même, chaque jour, parce qu'il comprenait que sans autodiscipline continue, l'esprit se détériore, il s'égare, il oublie ce qui compte. Et Marcus ne voulait pas oublier. Il voulait vivre chaque jour en accord avec la raison, le devoir et la vertu. Pas comme un philosophe sur un piédestal, mais comme un homme dans le monde. C'est ce qui rend sa discipline si puissante. Ce n'était pas abstrait, c'était quotidien. Miyamoto Musashi, lui aussi, incarnait cette philosophie en action. À la fin de sa vie, il avait abandonné tout ce qui était superflu. Il vivait seul, s'entraînait constamment et rejetait le confort, non pas parce qu'il détestait le plaisir, mais parce qu'il comprenait que le confort émousse la lame. Il voulait rester affûté, concentré, lucide. Son livre, le livre des 5 anneaux, ne parlait pas seulement du combat à l'épée, il parlait de la vie. Il a écrit sur l'état d'esprit, la simplicité et la stratégie, sur la façon d'aborder chaque instant avec une présence et une intention totale. Sa vie était un chef-d'œuvre de discipline minimaliste, et pas parce qu'il avait moins, mais parce qu'il avait besoin de moins. Comment introduire cette simplicité disciplinée dans nos vies aujourd'hui ? Nous ne sommes ni empereurs, ni samouraïs. Nous vivons dans un monde de chaos, de notifications et de bruit constant. C'est pourquoi cet état d'esprit est aujourd'hui plus important que jamais. Plus votre monde est chaotique, plus votre discipline devient essentielle. Commencez par vos finances. Quelle proportion de vos dépenses est impulsive et laquelle reflète vraiment vos valeurs ? La plupart des gens dépensent de l'argent pour fuir l'inconfort, pas pour des besoins. Nous faisons du shopping quand nous nous ennuyons. Nous cherchons le statut à travers des objets. Mais la discipline minimaliste inverse cet état d'esprit. Elle dit « Achète moins, dépense avec intention, économise plus que tu ne penses en avoir besoin. » La liberté financière, ce n'est pas tout posséder, mais avoir moins de besoins. Construis une vie où ta tranquillité n'est pas liée à ton salaire ou à une promotion. Suis tes dépenses. Élimine le superflu. Concentre-toi sur ce qui apporte vraiment de la valeur. C'est ça, la discipline financière. Ensuite, pense à ta santé. Pas besoin d'un régime parfait ni d'abdos en béton, mais de régularité. Tu as besoin de quelques habitudes simples. Manger des aliments complets, bouger ton corps chaque jour, dormir suffisamment. Et tu dois répéter ces habitudes pour le reste de ta vie. Pas d'extrême, pas d'astuces, juste des pratiques durables. Marcher 30 minutes par jour est plus efficace qu'un mois d'entraînements intenses. Tu abandonneras la semaine prochaine. Les petites habitudes répétées avec discipline deviennent inarrêtables. Musashi n'est pas devenu un maître grâce à un seul élan d'effort. Il s'est entraîné sans relâche. Et toi, peux-tu en faire autant ? Et tes relations ? La discipline compte aussi. Privilégie la qualité à la quantité en étant présent. Cela signifie être là quand c'est difficile. Écouter quand tu préférerais parler. Rester honnête quand c'est inconfortable. La vie moderne nous pousse à disperser notre énergie, à être connecté à tout le monde, mais sans être vraiment proche de personne. La discipline minimaliste dans les relations signifie simplifier. Moins de distractions, moins de jeux, plus de profondeur, plus d'intention. Tu n'as pas besoin de centaines de personnes, juste de quelques liens solides créés par des efforts constants et de la clarté. Et puis il y a ton espace mental, ton temps, ton attention. C'est là que la discipline minimaliste brille le plus. La plupart des gens remplissent en fait leur journée de bruit, d'emails, de podcasts, de réseaux sociaux, de bavardages en arrière-plan. Ils ne réalisent pas que l'attention est une ressource limitée. Chaque fois que vous la donnez à quelque chose de futile, vous vous privez de clarté. Essayez ceci. Simplifiez vos sources d'informations, désabonnez-vous des contenus inutiles, supprimez les applications qui ne vous servent pas. Arrêtez de faire défiler sans fin. Créez des moments de silence dans votre journée. Laissez votre esprit respirer.
Quand le bruit cesse, vos vraies pensées émergent. Vos véritables priorités deviennent visibles. Beaucoup de gens l'entendent et s'inquiètent de l'épuisement. Ils pensent que la discipline signifie travailler 16 heures par jour, s'épuiser sans arrêt, se pousser à la limite. Ce n'est pas de cela que nous parlons. La discipline durable est différente. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de rythme, savoir quand agir, se reposer, accepter ou s'éloigner. Aurelius se reposait, Musashi méditait et peignait. Il savait qu'une vie disciplinée inclut la récupération. Ne vous épuisez pas. Créez un système équilibré et accordez-vous repos, joie, réflexion. Veillez à ce que ces moments soient volontaires, intégrés à votre rythme et non des échappatoires. Voyez la discipline non comme une contrainte, mais comme une preuve d'amour. Vous vous brossez les dents tous les jours, non pas parce que c'est excitant, mais parce que vous vous souciez de votre santé à long terme. Vous faites un budget non pas parce que vous détestez l'argent, mais parce que vous respectez votre avenir. Vous entraînez votre corps non pas par vanité, mais par respect de vous-même. Chaque acte de discipline signifie « je construis quelque chose qui dure ». Et plus vous répétez ces actes, plus ils deviennent naturels. Au final, vous n'y pensez plus, ils font juste partie de vous. Voici votre appel à l'action. Choisissez un domaine clé de votre vie, à simplifier et discipliner. Un seul. Peut-être que c'est votre routine matinale, votre utilisation du téléphone, vos habitudes alimentaires, vos dépenses. Choisissez celui qui vous semble le plus désaligné en ce moment, celui qui crée le plus de friction, et appliquez-lui une discipline minimaliste. Éliminez le superflu, concentrez-vous sur ce qui fonctionne et tenez-vous-y. Pas pour une semaine, pas comme un défi, mais comme un mode de vie, comme une philosophie. Au final, la discipline n'est pas à cocher sur une liste, mais à vivre. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être intentionnel chaque jour dans chaque domaine. Comme Aurelius, comme Musashi, calmement, constamment, puissamment. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de moins, mais de mieux. Moins de distractions, de bruit, de chaos, plus de but, de clarté, de force. La discipline t'apporte cela. Pas un jour, pas dans un futur lointain et parfait, mais maintenant. À cet instant, dans la façon dont tu choisis de vivre, ta prochaine heure, ta prochaine tâche, ta prochaine respiration. Alors vis simplement, vis clairement, vis avec discipline. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu le choisis. C'est la voie du stoïcien, c'est la voie du samouraï, et cela peut aussi être ta voie.